Mesdames et messieurs, chers amis, nous aimerions commencer, donc je vous prie de bien vouloir prendre vos places pour ceux qui sont encore derrière, de bien vouloir vous asseoir pour que nous puissions commencer cette commémoration. Avant de commencer cette cérémonie, je me permets de vous prier tout d'abord, comme toujours, de bien vouloir penser à éteindre vos téléphones portables et de vous rappeler ensuite qu'il s'agit ce soir d'une cérémonie commémorative et non d'un spectacle. Je vous invite dès lors, malgré les grandes qualités des différentes interventions auxquelles nous allons assister ce soir, de ne pas applaudir. Merci d'avance. Nous allons maintenant entamer cette cérémonie par le chant d'Arko Hachona, ce qui signifie en hébreu son dernier chemin, écrit par Anda Amir et Freddy Barak. Ce chant évoque le dernier chemin parcouru par le fameux pédiatre et pédagogue hongrois, le docteur Janusz Korczak, quand il accompagnait vers les chambres à gaz de Treblinka, à la tête de près de 200 enfants juifs qu'il avait recueillis dans son orphelinat et qu'il avait refusé d'abandonner en les accompagnant au sacrifice de sa vie vers leur destinée fatale. Les paroles de ce chant particulièrement poignant se trouvent d'ailleurs dans votre programme. Il sera interprété par la chorale des enfants de l'école Alliance d'Irsa, sous la direction de Madame Sarah Benamran, accompagnée au violoncelle par Daniel Mitnitsky. Monsieur Joël Herzog, président de notre comité d'organisation, nous adressera ensuite quelques mots de bienvenue. Quelques minutes de patience, il semble que les musiciens ne sont pas encore en place.
Monsieur le conseiller d'État, Mesdames et Messieurs les députés genevois aux chambres fédérales, Mesdames et Messieurs les députés au Grand Conseil, Madame le maire de Carouge, Mesdames et Messieurs les maires et conseillers administratifs, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités religieuses, Mesdames et Messieurs les présidents des organisations, des communautés et des associations, Mesdames et Messieurs, chers amis. Au nom du comité d'organisation que j'ai l'honneur et le plaisir de présider, je vous remercie d'être venus aussi nombreux ce soir pour commémorer Yom HaShoah. J'aimerais que quelqu'un se souvienne que jadis vivait en ces lieux une personne au nom de David Berger, disait ce dernier dans sa dernière lettre avant de périr à Vilnius en 1941. L'année passée, plusieurs d'entre nous ont étudié le livre 70 jours pour 70 ans en mémoire d'une victime de la Shoah pour se rappeler du nom de ces victimes. En ce qui me concerne, c'est une mémoire d'une de mes cousines, Annette Goldberg, qui a été déportée de Drancy, puis à Auschwitz, d'où elle n'est jamais revenue. Au mémorial de la Shoah Yad Vashem, nous essayons d'identifier le nom des victimes, leur histoire personnelle et l'environnement qui était le leur. Yad Vashem a pu identifier jusqu'à ce jour plus de 4 300 000 noms et récits personnels. Notre objectif est de compléter la liste qui dépasserait les 6 millions de victimes. Face à la négation par certains de la Shoah, nous favorisons également, tant que cela est encore possible, les témoignages des rescapés. En effet, comme le déclarait Elie Wiesel lors de sa déposition au procès de Klaus Barbie à Lyon, une justice sans mémoire est une justice incomplète, fausse et injuste. L'oubli serait une injustice absolue, au même titre que Auschwitz fut le crime absolu. L'oubli serait le triomphe définitif de l'ennemi. C'est que l'ennemi tue deux fois, la première en tuant, la seconde en essayant d'effacer les traces de son crime. Le livre paru récemment reprend le récit des saisissants retrouvés dans les parchemins d'Auschwitz qui nous donnent un autre éclairage. Ce sont des textes écrits et cachés par des membres de Sonderkommando, juifs qui avaient le terrible besogne de s'occuper des victimes avant et surtout après leur passage aux chambres à gaz. Ils ont considéré comme étant leur devoir et leur tâche ultime d'écrire ce qu'ils ont vécu, de décrire ce qu'ils ont vu et de les cacher afin de pouvoir témoigner pour les générations futures. Samuel Willenberg, le dernier survivant de révolte de déportés dans le camp de Treblinka en août 1943, est décédé dernièrement à 93 ans. Il a raconté dans le film documentaire Le dernier témoin de Treblinka sa rencontre avec la prisonnière Ruth Dorfman, qu'il a immortalisée dans l'une de ses sculptures. Lorsqu'il a dû la raser, quelques minutes avant qu'elle n'entre dans la chambre à gaz, elle lui a demandé combien de temps prendrait la mise à mort. À Varsovie, ils avaient entendu déjà ce qui se passait à Treblinka et ils savaient ce qui l'attendait. La force du film Le fils de Shaoul et le dernier témoin de Treblinka sont de raconter l'histoire des victimes qui ne sont plus là pour s'exprimer. Les rescapés peuvent encore s'exprimer. Monsieur Noach Klieger, rescapé d'Auschwitz, nous fait l'honneur d'être interviewé par Darius Rochepin. Il nous dira comment il a réussi à survivre en disputant des matchs de boxe. Nous écouterons à partir de témoignages authentiques l'histoire de l'orchestre des femmes d'Auschwitz, récit réalisé par un groupe de jeunes genevois. Dans la culture judéo-chrétienne, le monde est créé par les mots. Au récit de la création, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est dire la force extraordinaire du mot qui crée. En conséquence, il est de notre devoir de porter le message universel de la Shoah pour éviter les risques de dérapage des mots, de dérapage des propos, pour combattre la recrudescence de l'antisémitisme, du racisme et du négationnisme. Des attaques effectives et cruelles, perpétrées prétendument au nom de Dieu, contre nos valeurs et notre mode de vie, commencent par des mots qui n'ont pas leur place de nos jours. Intérioriser ce message universel de la Shoah et agir en conséquence n'est pas suffisant.
Comme le dit le professeur Nathan Lionel, le fascisme a réussi exactement dans les endroits où les gens décents n'ont pas trouvé en eux la force intérieure suffisante pour l'affronter par paresse, mollesse ou peur. En effet, la Shoah n'aurait pas pu avoir lieu sans cette majorité silencieuse. Les barbares qui attaquent notre civilisation ne pourraient pas réussir sans une majorité silencieuse. La majorité silencieuse a permis sous nos yeux à plus de 500 000 personnes d'être exterminées en Syrie. Elle a permis des génocides. Le réveil de la majorité silencieuse peut stopper ce que nous traversons actuellement en Europe, l'antisémitisme, la distillation et l'expression du mal. Si nous ne répondons pas, nous ne répondrons à aucune autre force du mal. Nous ne pourrons pas éradiquer le mal ou l'antisémitisme complètement. Mais comme le juste parmi les nations, nous devons nous sentir responsables et faire tout ce que nous pouvons pour lutter contre ces mal insidieux, ce qui font quotidiennement diverses organisations comme la CICAD, Yad Vashem et d'autres. C'est effectivement l'enseignement très important de la Commission pontificale pour les rapports religieux avec le judaïsme qui rappelle à combattre toute forme d'antisémitisme. Comme l'a déclaré le pape François, les chrétiens ne peuvent pas être antisémites au vu des racines juives de la chrétienté. Justice et paix ne devraient pas être des notions abstraites dans le dialogue judéo-chrétien, mais des actions concrètes pour la réparation du monde. Voilà l'essence de notre appel, l'essence de notre commémoration, dans un moment historique si grave. Je remercie les membres du comité issus de communautés juives de Genève qui ont organisé cette commémoration, ainsi que les généreux donateurs et bénévoles pour leur soutien. Nous vous remercions pour votre présence qui nous permet ce jour, inspiré par l'Esprit de Genève, de pouvoir clamer d'une voix unie et forte ce message universel appris de la Shoah, plus jamais ça. Je vous remercie. Nous allons maintenant passer à la partie commémorative de cette soirée, avec la récitation des prières traditionnelles à la mémoire des 6 millions de victimes de la Shoah. Les 6 bougies à la mémoire des 6 millions d'hommes, d'enfants et de femmes assassinés pendant la Shoah seront maintenant allumées par Mesdames Paulette Angèle Rosenberg, Daniel Maurice, Anya Reinhardt, Noëlla Rouget et Alice Sonderegger, et par messieurs Klaus Appel, Henri Elias, Herbert Herz, Gabor Hirsch, Noah Klieger et David Planer, victimes à différents titres de la Shoah, ainsi que par des représentants des 2e et 3e générations après la Shoah, symbole de la flamme du souvenir que nous voulons transmettre de génération en génération, comme l'exige notre tradition. Monsieur le rabbin Toledano, cantor de la grande synagogue Beth Yaakov, chantera ensuite le El Malé Rachamim, qui implore la miséricorde divine pour le repos des âmes disparues. La traduction française de ce chant sera projetée sur un des côtés de la scène. Ce chant sera ensuite suivi de la récitation du Kaddish, la traditionnelle prière des morts, qui est en réalité une exaltation du nom divin, par Monsieur le grand rabbin Dr Yitzhak Dayan de la communauté israélite de Genève, Monsieur le rabbin François Garay de la communauté israélite libérale de Genève, de Monsieur le rabbin Mendel Pezner de la communauté Chabad, de Monsieur le rabbin Jacob Toledano et de Monsieur Eric Ackerman. Nous observerons finalement une minute de silence pour clore cette partie commémorative. Je vous prie de bien vouloir vous lever.
טהורים כזוהר, הרקיעם הזהירים. אס נשמוס אחינו ואחיותינו אנשים, נשים וטף שנהרגו ושנשרפו בידי הנאצים בכל מחנות השמד על קדושת השם. לכן בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים, ויצרור בצרור החיים אייס נשמוסם. אדוני ונחלוסם בגן עדן תהי מנוחתם וינוחו על משכבם בשלום, ונאמר אמן. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברה חירותי וימליך מלכותי, ויצמח פורקני ויקרב משיחי, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהא שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקדושה בריחו, לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דאמירן בעלמא, ואמרו אמן. יהא שלמה רבה מן שמיה, חיים וצבא וישועה ונחמה ושזבה ורפואה וגאולה וסליחה וכפרה ורווח והצלה לנו ולכל עמו ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן.
J'ai maintenant le plaisir de donner la parole à son Excellence, M. Eviatar Manor, ambassadeur d'Israël auprès des Nations Unies, que je remercie pour sa présence à nos côtés pendant les 4 années de son mandat à Genève et à qui je souhaite un très bon retour en Israël cet été. Madame Stéphanie Lamar, maire de la ville de Carouge, qui nous fait l'amitié de nous accueillir pour notre cérémonie dans cette salle depuis plusieurs années, nous adressa ensuite quelques mots. Son intervention sera suivie du message des autorités cantonales qui nous sera délivré par M. Pierre Maudet, conseiller d'État en charge du département de la sécurité et de l'économie, que je remercie très chaleureusement d'avoir répondu positivement à notre invitation. En plus de l'honneur qui nous est fait, la présence régulière des représentants de nos autorités politiques nous tient particulièrement à cœur, car elle démontre l'importance que revêt dans la vie de notre canton ce moment de commémoration et de transmission de la mémoire de la Shoah. Cher Monsieur Noach Kläger, ainsi que tous les rescapés de la Shoah ici présents, Monsieur le conseiller d'État, Madame Stéphanie Lamar, maire de Carouge, chers représentants des autorités religieuses, présidents et membres des institutions communautaires, chers amis. Le 24 août 1939, lors du 21e congrès zioniste, 527 délégués, accompagnés par 50 membres du comité exécutif sioniste, ainsi que de centaines d'invités, étaient réunis au Grand Théâtre et au Café Lyrique à Genève pour discuter de l'annonce historique faite la veille de l'accord Ribbentrop-Molotov. Pour eux, il devint clair que les discours passionnés et les débats animés sur le futur du sionisme et du foyer national juif n'étaient que chimères et que la guerre allait éclater sous peu. Genève, avec son lac magnifique et ses montagnes environnantes, devint alors le témoin d'efforts frénétiques de la part des dirigeants zionistes pour sauver ce qui pouvait encore l'être des communautés juives d'Europe à l'aube de la plus grande catastrophe qui devait s'abattre sur notre peuple. La dissonance entre la paisible Genève et la guerre imminente enleva toute l'importance de ce 21e congrès et en fit le plus tragique de tous les congrès sionistes. 2 autres événements majeurs précédèrent ce congrès. Premièrement, en juillet 1938, la conférence d'Évian sur le sort des réfugiés juifs de l'Allemagne nazie, et deuxièmement, la publication par le gouvernement britannique en mai 1939 du livre blanc de MacDonald. La conférence d'Évian engendra une certaine compassion pour les Juifs, mais aucune véritable solution ne fut trouvée pour l'accueil des réfugiés juifs. Et le livre blanc britannique limita l'immigration des Juifs en Palestine à 75 000 sur 5 ans. En refusant aux Juifs le droit de se réfugier et se protéger, la communauté internationale a ouvert la voie à la tragédie que fut la Shoah. En clôturant le congrès à Genève, le 25 août 1939, Chaim Weizmann, submergé par l'émotion, prononça les mots suivants. « Notre peuple est éternel et notre pays est éternel. Nous devons travailler, nous battre et vivre jusqu'à ce que ces jours d'horreur se terminent. J'espère vous revoir tous en vie au prochain congrès. À bientôt en temps de paix. » Ces paroles furent suivies de la tikva. Mes chers amis, ce soir, ensemble, nous commémorons les victimes de la Shoah. Nous, Juifs, étions seuls, coincés entre l'élégance genevoise et l'horreur, entre l'indifférence et les réfugiés, entre l'espoir et le désespoir,
entre Ribbentrop et Molotov, entre un foyer national et les chambres à gaz. À la suite de la conférence d'Évian, Golda Meir dit « Je ne souhaiterais voir qu'une seule chose avant de mourir, que mon peuple n'ait plus jamais besoin de compassion. Je quitterai Genève dans 2 mois. Le long des couloirs de l'ONU, j'ai entendu de nombreuses attaques contre mon pays. J'ai vu les partis pris, la discrimination et l'injustice. Mais malgré tout cela, je n'ai jamais cherché à attirer la compassion. J'ai plutôt essayé de convaincre mes interlocuteurs du bien fondé des actions entreprises par Israël. Israël et le peuple juif, les deux, ensemble, ont un grand futur devant eux. C'est aussi de cela que nous devons nous souvenir. Merci beaucoup. Monsieur le conseiller d'État, Madame la conseillère administrative, Monsieur le conseiller administratif, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités politiques fédérales, cantonales et communales, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs les représentants des missions diplomatiques, Monsieur le président du comité d'organisation, Mesdames et Messieurs les représentants des communautés israélites de Genève, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités religieuses, universitaires et des associations, Mesdames et Messieurs, au nom du Conseil administratif, j'ai l'honneur et le grand plaisir de vous apporter ce soir les chaleureuses salutations de la ville de Carouge et vous souhaiter une très cordiale bienvenue dans la cité sarde que vous avez une nouvelle fois retenue pour célébrer cette cérémonie de Yom HaShoah. Je tiens à vous dire que je suis particulièrement touchée et émue de vous accueillir une nouvelle fois à Carouge, car depuis toujours, notre commune aime à partager des valeurs qui nous sont si chères, comme l'ouverture, la tolérance et le respect envers l'ensemble des communautés qui composent la mosaïque des peuples du monde, sans distinction de religion, de croyance, de culture ou d'origine. Comme vous le savez, la communauté israélite fait partie intégrante de l'histoire de Carouge. Par conséquent, sentez-vous ici, chez vous, à Carouge. Ensemble, nous n'avons cessé de cultiver des valeurs de liberté, de paix et de joie, avec une foi inébranlable dans l'espérance et la recherche du vivre ensemble. Survivre est le thème qui a été choisi cette année pour cette commémoration de la Shoah. Si vous le permettez, je souhaite y associer un sentiment fort qui m'est venu spontanément à l'esprit lorsque j'ai préparé ces quelques lignes, l'espérance. Car pour survivre, il faut espérer. Ce sentiment que l'être humain puise au fond de lui-même, même dans les moments les plus difficiles, s'impose comme une force inestimable pour lutter et vaincre les forces diaboliques du mal, du néant, de l'horreur et du pire. Cette face obscure de l'humain qui peut un jour commettre les pires atrocités et l'irréparable. Mais l'espérance est probablement l'une des seules lumières capables à la fois d'éclairer, d'inspirer, de guider et de réchauffer un corps meurtri, un cœur déchiré ou une âme en peine luttant pour sa survie. C'est sans doute aussi cette espérance qui a permis à des personnes de trouver le cœur et l'énergie dans l'enfer, dans la peur et la souffrance, pour chanter, pour créer, pour écrire, pour composer, pour jouer de la musique ou encore pour faire de la boxe. Face aux flammes infernales, il faut toujours montrer, comme un principe d'action, la petite et très brillante flamèche de l'espérance. Cette lumière, ce souffle, ce rythme, nous permet de nous persuader qu'au plus profond du deuil, du désespoir peut-être, il y a un sursaut, un signe de vie, une survie. Les survivants de la Shoah ont échappé à l'indicible, au lieu de mort qu'étaient les camps et les ghettos. D'autres n'ont malheureusement pas survécu. Qu'il me soit donc permis, aujourd'hui, d'honorer avec vous leur mémoire, leur courage et leur grandeur d'âme. Mais l'actualité nous démontre hélas que commémorer les martyrs de la Shoah n'est malheureusement pas suffisant. C'est pourquoi il est absolument de notre devoir, à toutes et tous,
de lutter contre les tentatives d'oubli, de banalisation ou de falsification, contre toutes celles et ceux qui cherchent à gommer une vérité insoutenable. Lutter contre l'exclusion, les discriminations et toute forme de racisme et d'antisémitisme, pour suivre un même bonheur, une même dignité pour toutes et tous, est, j'en suis persuadée, notre instrument majeur de lutte si l'on entend ne plus jamais revivre de telles horreurs. Il faut transmettre impérativement cette conviction. Et pour y parvenir, les témoignages et la transmission du passé jouent un rôle essentiel, notamment auprès des nouvelles générations. Cette journée annuelle de recueillement, de prières et de souvenirs y contribue pleinement et a donc tout son sens. Très humblement et en toute amitié, sachez que Carouge vous réservera toujours un accueil digne et chaleureux pour commémorer cette journée du souvenir. Madame la maire, mesdames et messieurs les parlementaires fédéraux, mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs les conseillères et conseillers administratifs, monsieur l'ancien président du Conseil d'État, Excellences, monsieur le président du comité d'organisation, mesdames, messieurs, et surtout chers amis. Le 12 octobre 1940, jour de Yom Kippour, Ludwig Fischer, officier supérieur allemand et gouverneur du district de Varsovie, ordonne aux habitants juifs de cette ville qui ne seraient pas déjà installés dans son quartier juif, quartier nommé zone d'épidémie, de s'y rendre sous quinzaine. Comme on peut aisément l'imaginer, les déménagements s'opèrent dans un esprit de terreur et de panique. Le désormais ghetto de Varsovie est cerné d'un mur et fermé le 16 novembre 1940. 40% de la population de la ville y sont entassés sur 8% de sa superficie. On n'y vit pas dans le ghetto. On y survit. On y meurt. De faim, de froid, de maladie. Ce soir, à l'occasion de Yom HaShoah, c'est l'insurrection du ghetto de Varsovie que l'on commémore. C'est l'héroïsme des combattants et des résistants juifs. C'est leur mémoire et celle de toutes les victimes de la barbarie nazie que je veux rappeler. 7 décennies ont passé depuis cette profonde blessure faite au peuple juif et à l'humanité tout entière. Dans le génocide des Juifs, comme dans les autres génocides d'ailleurs, il est important de se souvenir que l'on n'a pas commencé par organiser des rafles, des ghettos ou des camps. Pas plus que l'on a commencé par éliminer des hommes, des femmes et des enfants. Non, bien avant l'élimination, on a commencé par dire et écrire des mots. Des mots qui désignent, qui hiérarchisent, qui excluent, qui déshumanisent. Des mots qui peu à peu préparent les esprits à accepter le pire, puis à le réaliser. Des mots inscrits en toute bonne conscience dans les lois et les règlements qui interdiront à des femmes, à des hommes juifs d'exercer leur profession de médecin, de fonctionnaire, de magistrat, ou à des jeunes d'étudier, ou qui les obligeront à se signaler par le port d'une étoile. La déshumanisation est en marche, le plan peut s'appliquer. Appliqué, il le fut précisément, consciencieusement, minutieusement. Il le fut par des fonctionnaires modèles qui ont fractionné le travail, histoire de ne pas emporter seul le poids et la responsabilité. Je n'ai fait que conduire le train, je n'ai fait que tenir le registre du camp, je n'ai fait qu'obéir aux ordres. Ce n'est pas moi, c'est le système. J'ai la conscience tranquille. Tous, nous disait Primo Levi, tous, nous devrions savoir ou nous souvenir que lorsque les dictateurs fascistes parlaient en public, ils étaient crus, applaudis, admirés. Les idées qu'ils proclamaient étaient en général aberrantes, stupides, cruelles, et pourtant ils furent acclamés et suivis jusqu'à leur mort par des milliers de fidèles.
Ces fidèles n'étaient pas des bourronnés, mais des hommes quelconques, ordinaires, prêts à croire et à obéir sans discuter. Il faut donc nous méfier de ceux qui cherchent à nous convaincre par d'autres voies que celle de la raison. Dans la haine nazie, il n'y a rien de rationnel. Nous ne pouvons pas la comprendre, mais nous devons comprendre d'où elle est issue et nous tenir sur nos gardes. Si la comprendre est impossible, la connaître est nécessaire parce que ce qui est arrivé peut recommencer. Fin de citation. Mesdames, Messieurs, le 7 mars dernier, au cours d'une soirée au Guil, j'ai eu la chance de rencontrer et d'entendre Serge et Beate Klarsfeld. Ce moment absolument incroyable laissera en moi une marque indélébile. Leur vie est une véritable page d'histoire contemporaine et leur témoignage un exemple de courage. Sans haine, avec des paroles graves et justes, Serge et Beate Klarsfeld nous ont raconté le combat de leur vie, pour reprendre leurs termes, pour la justice et contre les nazis. Des nazis dont la plupart ont trop longtemps profité des aléas politico-juridiques de l'immédiate après-guerre pour filer entre les doigts de la justice et vivre en toute tranquillité, qui en bon père de famille, qui en magistrat respecté, qui en chef d'entreprise apprécié. J'ai ressenti chez Serge et Beate Klarsfeld une sorte de force tranquille, pour reprendre les mots célèbres d'un ancien président de la République française, président qui pourtant s'est abstenu de contribuer au combat des Klarsfeld contre Papon, ce qu'il reconnaîtra du reste plus tard. À l'image du rassemblement de ce 7 mars au Guil, les actions et les paroles de Madame et Monsieur Klarsfeld n'ont pas eu pour objectif de venger, mais de rendre justice et de garder vivante et vivace la mémoire de ces femmes, de ces hommes et de ces enfants victimes du nazisme, persuadés que ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre, pour reprendre les mots de l'écrivain et philosophe américain George Santayana. La manière de lutter de Serge et Beate Klarsfeld a donné les résultats que l'on sait. Elle a permis l'arrestation et le jugement de nombreux dignitaires nazis ayant servi en France, ainsi que leurs auxiliaires français. Leur attitude, mesdames, messieurs, leur attitude est un exemple pour nous tous. Un combat gagnant et juste est un combat que l'on mène jusqu'au bout, inlassablement, avec obstination, avec pour message implicite que l'impunité ne doit pas l'emporter sur la justice, en usant au besoin de faits hauts en couleur, telle la gifle infligée en novembre 1968 par Beate Klarsfeld à Kurt Georg Kissinger, ancien nazi devenu chancelier. Ainsi, 71 ans après la mort de l'orchestrateur de la solution finale, celui dont on s'abstiendra de prononcer le nom ce soir en cette année 2016, marquée par la réédition très discutée de son infâme Mein Kampf et du programme politique qu'il contient, la guerre contre l'antisémitisme et pour le maintien de la mémoire de la catastrophe ou de la Shoah en hébreu doit être poursuivie inlassablement. Si le nazisme du Parti national-socialiste allemand de 1925 et des années suivantes est mort, l'antisémitisme dit ordinaire, lui, est bien vivant, comme le sont les sentiments d'exclusion relevant du racisme à l'endroit des groupes minoritaires ou des personnes réputées inférieures, car homosexuels, handicapés ou d'origine étrangère. Malgré 1001 luttes acharnées, malgré les décennies d'éducation et de progrès, malgré les lois, malgré les organismes spécialisés, cette bête-là n'est pas morte et peut-être ne le sera-t-elle jamais. C'est pour cette raison qu'il est nécessaire de rester vigilant et de veiller. À Genève, le Conseil d'État l'a bien compris. Il a tenu à inscrire parmi ses priorités la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Chaque année, au mois de mars, le Bureau de l'intégration coordonne la Semaine genevoise d'action contre le racisme. Ce sont des dizaines d'activités concrètes qui sont organisées avec le concours des élèves, des jeunes et des associations du canton. Le but de cette Semaine d'action contre le racisme, dont le succès est grandissant d'année en année, est de favoriser la cohésion sociale, le respect mutuel, le respect de l'autre et de ses différences. À ce propos, dans ce cadre, plusieurs actions ont été entreprises de concert avec la LICRA, présidée par notre ami Manuel Tornard, et notamment avec notre ami Pierre Weiss, trop tôt disparu. Premier du genre en Suisse, le Centre d'écoute de victimes de racisme répond et assiste les personnes désorientées face à des paroles ou des actes racistes ou antisémites dont elles seraient victimes.
Cet organisme, fondé notamment par la CICAD, financé par mon département, permet ainsi à notre canton de répondre aux recommandations de la Confédération et de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance. Mesdames, Messieurs, conjuguée aux politiques publiques traitant de sécurité, de formation, d'emploi ou de lutte contre la précarité, l'action de l'État contre le racisme et l'antisémitisme permet de prévenir la montée de l'exclusion et de favoriser la cohésion sociale. Mais tout cela ne serait qu'un coup d'épée dans l'eau. Si l'action de l'État était imprégnée des valeurs républicaines qui fondent notre société, c'est-à-dire l'égalité, le respect mutuel, la justice, la laïcité, celle-là même qui permet à chacune et chacun de trouver sa place dans une société plurielle, libérale et démocratique. Puissions-nous tous, en tout temps, et là où nous sommes, être les dignes successeurs de ceux qui furent dans les jours les plus sombres de l'histoire, les victimes des horreurs. Et, alors que le révisionnisme et l'oubli font des ravages, de porter à notre tour le poids et la responsabilité du maintien de leur mémoire. Au nom du Conseil d'État de la République et canton de Genève, comme en mon nom personnel, en ce jour de commémoration, je vous invite à nous souvenir ensemble du mot si optimiste d'Elie Wiesel, mais qui nous incombe d'une responsabilité. L'humanité est une promesse. Il ne tient qu'à nous de la relever. Merci, Monsieur le Conseiller d'État. Chers amis, j'ai maintenant le plaisir d'introduire la pièce « Les fichus blancs », qui nous fait revivre le tragique destin de quelques femmes choisies pour jouer dans un orchestre à Auschwitz et dont la sinistre mission était d'accompagner le défilé des victimes des nazis, soit jusqu'à leur mort dans les chambres à gaz, soit pendant leur départ dans leur lieu de labeur. L'auteur et metteur en scène de cette pièce, Léa Frischknecht, dont ce fut au départ le travail de maturité, s'est servi de témoignages et de morceaux de musique composés dans les camps pour essayer de nous faire ressentir l'indicible. Ces témoignages seront lus par Julie Ruffet, Laure van der Weide, Kelly Scherer, Louise Huvillers, Naomi Panouche, Shiran et Karen Alperin, Maxence Marmy et Véronique Frischknecht. Qu'elles soient toutes ici remerciées pour le temps et la passion qu'elles ont consacré à la préparation de ce spectacle. Merci aussi à Elias Frija pour sa précieuse collaboration dans la mise en forme de ce que vous allez voir maintenant. Je tiens aussi à préciser que nous avons malheureusement dû raccourcir quelque peu la version originale de cette pièce pour tenir compte des impératifs horaires de cette cérémonie.
Hélène et son petit frère Léon vivent à Bruxelles. Leurs parents, arrivés de Pologne en 1928, alors qu'Hélène avait 1 an, sont cachés dans une cave depuis l'invasion de la Belgique par les nazis et les mesures anti-juives. Hélène est musicienne dans l'âme. Dès qu'elle a entendu sa première pièce de musique pour violon, une partita pour violon de Bach, elle a compris que c'était là sa vocation. Elle arrive à persuader son père de lui acheter un violon d'occasion. D'occasion, mais cher quand même, pour une famille assez pauvre. Mais elle est douée et progresse rapidement. Travaille à l'Académie Saint-Gilles, travaille chez elle et entre au conservatoire. Hélène est impatiente de commencer à travailler le morceau qui l'a motivée au départ, celui pour lequel elle a éprouvé un coup de foudre, la chaconne, 4e mouvement de la partita en ré mineur pour violon, sol, de Bach. Un monument, plusieurs dizaines de variations sur un thème de départ, une difficulté à en faire renoncer plus d'un. Elle travaille dessus sans relâche, jusqu'à l'épuisement, et l'apprend, presque clandestinement. Mes plus anciens souvenirs relatifs à une quelconque menace remontent à 1933. Jusque-là, j'avais mené une vie protégée et très heureuse. J'étais la 3e fille de la famille, au grand désespoir de mon père, qui aurait souhaité 3 fils. Ma mère était une excellente violoniste. Mon père aimait chanter et nous jouions beaucoup de musique de chambre à la maison. Mes sœurs et moi jouions chacune d'un instrument. Marianne, l'aînée, du piano, Renate du violon et moi, Anita, du violoncelle. Je suppose que notre famille était une famille juive bourgeoise assimilée, classique. Nous n'étions pas très pratiquants, même si je me souviens que mes parents allaient à la synagogue pour les grandes occasions. La vie se déroulait sans nuages, et il paraissait inconcevable qu'il ne puisse pas en être toujours ainsi. Pourtant, la famille d'Anita sentait de plus en plus que quelque chose ne tournait pas rond. Les adultes présentaient un visage soucieux. Le mot émigration revenait souvent dans leur conversation. Bien que trop jeune, Anita devinait qu'un danger les menaçait. Elle était confrontée à l'antisémitisme. Une camarade de classe de son école privée lui arracha un jour l'éponge du tableau en déclarant « Les Juifs ne doivent pas toucher cette éponge ». Des enfants lui crachaient dessus dans la rue en la traitant de « sale juive ». À peine consciente de sa judéité à la maison, elle trouvait ces réactions étonnantes et enviait ceux qui étaient dépourvus de ce mystérieux stigmate. Elle se souvient de la mise en application de certaines lois. Les Juifs des 2 sexes devaient ajouter un prénom à leur signature, Sarah pour les femmes et Israël pour les hommes. Il leur était interdit d'engager une employée de maison de moins de 45 ans pour éviter toute Rassenschande, pollution raciale. Le vieux furent petit à petit touchés. Cela se fit de manière si graduelle, hélas, qu'un optimiste à tout craint pouvait ignorer la véritable menace qui se profilait derrière ces mesures. Son père faisait partie de cette catégorie. Il était convaincu que ces absurdités cesseraient très vite, dès que les Allemands retrouveraient la raison. Elle avait d'abord quitté Le Havre avec ses parents, qui, pour fuir les bombardements de 1940, s'étaient repliés sur Paris, où ils avaient été confrontés aux premières mesures discriminatoires contre les Juifs.